nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle programme en débat. Programme en débat, il s'agit en fait d'accueillir les candidats. Pour la première fois, parce que jusqu'ici, on n'a jamais entendu les candidats à la veille des élections présidentielles dans des débats programmatiques montrant justement que le candidat à la magistrature demande des voix à des électeurs et à des électrices, et donc dans une dynamique démocratique, représentative bien entendu. Et donc, on le soumet justement à ce test-là, de venir, quand je dis on le soumet, c'est le candidat, c'est la candidate, de venir justement nous pouvoir parler d'une thématique par candidat, sur laquelle en fait il va nous dire ce qu'il envisage de faire, ce qu'il a envisagé dans son programme de faire et comment il va le faire et avec qui il le fera. Et c'est dans cette ordre-là que nous avons accueilli Monsieur Mamadou Lamine Diallo, qui a accepté, je le dis encore, de venir en premier. Ce n'était pas du tout facile, parce qu'il y en a beaucoup qui ont désisté ou qui ont dit que c'était très risqué. Donc, il préfère attendre. Et lui n'a pas hésité. Quand je lui ai dit, vraiment, il était d'accord tout de suite. On a discuté sur le principe. Il était d'accord pour venir, justement, nous parler de la thématique de l'éducation et de la citoyenneté. Et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Je vais rapidement vous parler de M. Mamadou Lamine Diallo. Je ne peux pas du tout, j'ai vu un CV, je pense, de plus de 8 pages, que je ne pouvais pas terminer. Donc, j'ai pris juste des quelques grands points à retenir qui me semblent importants. Après, il pourra lui-même arrondir les angles et en dire davantage ce qu'il veut mettre en exergue. Donc, Mamadou Lamine Diallo est né à Dakar en 1959 et donc il a fréquenté l'école publique jusqu'au lycée, 20 volets, j'ai toujours du mal avec, donc actuel Lamine Gay, où il a eu le bac C, si je ne m'abuse. Et après cela, il est parti en France, où il a poursuivi ses études en mine. Et puis, il a aussi suivi des études en économie. Il était docteur en économie. Donc, c'est un docteur en économie. Et puis, il est aussi diplômé en mine et mine et géologie ou juste mine. Et c'est mine. Voilà, c'est juste ingénieur des mines, mais en fait, dans une grande école à Paris, l'école justement des mines de Paris, qu'on connaît tous, de par son élitisme, son caractère assez élitiste et assez fermé aussi aux non-brillants. C'est ce que je dis toujours. Et donc, Mamadou Lamine Diallo a travaillé aussi en tant que directeur de cabinet d'Alpha Konaré. Il a travaillé à la BCIAO. Il est aussi honorable député, homme politique, président fondateur du mouvement TEPI. J'en rajoute ou je m'arrête là? D'accord, j'aurais pu continuer, hein, parce que la liste est très longue. J'ai choisi juste quelques points que j'avais en tête et que j'ai pu sortir. Voilà. Je vous remercie. Je vais donner la parole au candidat. Il va s'entretenir avec nous sur la thématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'éducation et de la citoyenneté. Pourquoi l'éducation et la citoyenneté? Parce que c'est fondamental, justement. On a vu que aux dernières statistiques de la MSD, on a eu une jeunesse qui aujourd'hui est à plus de 70% de la population. Et ça parle aussi et ça fait aussi lorsqu'il est question justement de penser à l'éducation, à la citoyenneté, à la formation des uns et des autres, des unes et des autres, mais surtout aussi, ça fait penser à une université qui a été fermée pendant un moment. Ça fait penser aussi à un chiffre, moi, qui me parle tout le temps, c'est-à-dire qu'on a moins d'11% des élèves arrivent à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on est actuellement à plus de 95% de taux de scolarisation au Sénégal. Et avec ce taux-là, seulement moins de 11% de ces enfants-là arrivent à l'université. Et donc, c'est un chiffre, ce sont des chiffres en général qui parlent à tous et à toutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De l'applaudissement. Madame Ndiaye
sans doute une brillante chercheuse de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous venons de fêter les 100 ans. C'est quand même une grande référence intellectuelle au Sénégal et en Afrique. Et c'est peut-être pourquoi vous avez choisi Nubien, la Nubie fait partie de l'Égypte ancienne. Certains soutiennent que les pharaons viennent de là. L'état de cause, la civilisation égyptienne ancienne est liée à la Libye. Et c'est sans doute aussi en référence à cela que vous avez choisi d'appeler votre think tank Nubien. Je vous félicite pour tout ce que vous avez fait depuis le début. Il y a de très grandes personnalités qui sont participées, que je connais bien, Mme Pendombo, qui sont aujourd'hui des références intellectuelles occidentales, incontestablement. Vous savez que le public, les jeunes de technique qui sont là avec moi, vous savez, le journaliste Souleymania, les responsables de technique qui sont là, vous savez tout le monde. Alors, je dois vous parler de l'éducation et de la citoyenneté. Il s'est passé, il y a quelques mois, ici à Dakar, un événement que nous avons vécu assez durement. On a brûlé une partie de la faculté de droit de l'Université Cheikh de Dakar. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? L'Université Cheikh de Dakar, que tout le monde respecte, il y a des événements qui se déroulent, que nous connaissons, et puis il y a la faculté de droit qui a été brûlée en partie. Et je partirai de là pour interroger aujourd'hui ce que nous appelons la conscience citoyenne au Sénégal, puisque nous sommes le parti de l'émergence citoyenne. Et parti de l'émergence citoyenne. Nous avons fait le pari, donc il y a 15 ans, 16 ans. Inévitablement, nous allons assister à une émergence citoyenne au Sénégal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons avoir de plus en plus des jeunes, des Sénégalaises, des Sénégalais, des villes et de la campagne, qui vont avoir de plus en plus intérêt et qui vont s'intéresser à la chose publique. Ils vont s'intéresser à la République, ils vont s'intéresser à la loi. Et pourtant, ils vont pouvoir définir et connaître le pouvoir, et autour de cela, se donner peut-être des moyens d'un projet politique, d'un projet de gestion de la chose publique. En conséquence, la citoyenneté est quelque chose dont il va grandir inévitablement dans notre société. Le pari que nous avons fait, je pense que nous sommes en train aujourd'hui de le vivre, de constater. Évidemment, cela pose un certain nombre de problèmes et c'est pourquoi vous parlez de l'éducation à la citoyenneté. Je vais peut-être sur fois vous dire que nous avons un véritable problème éducatif au Sénégal. Parce que nous avons 3 types d'éducation au Sénégal. 3 types. Et à 19-20 ans, nos enfants se retrouvent dans la société ou en tout cas dans le marché du travail. La première forme d'éducation, c'est l'école de la République. C'est dont parlait tout à l'heure Madame Ascouniaï. Cette école de la République, comme on le sait, est issue de Jules Ferry, de la période coloniale, s'est installée ici et effectivement dirige la République d'une certaine façon. Ce sont les écoles maternelles, les petits,
sur les écoles primaires, les lycées, les collèges, les universités, les écoles de formation, les écoles d'ingénieurs. Mais sur 7 à 8 millions de jeunes Sénégalais qui ont entre 5, 6 ans jusqu'à 16 ans et qui doivent être éduqués. L'école de la République, aujourd'hui, regroupe entre 3 et 3 500 000. Il y a à peu près moins d'un million, ou en tout cas autour du million, dans les daras, ce qu'on appelle les écoles coraniques. Et le reste, près de 4 millions, sont... Quand on parle de la citoyenneté, quand on parle de l'éducation à la citoyenneté, on parle de quel segment? En réalité, on parle du segment de l'école de la République. On oublie les deux autres segments. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, je vais vous surprendre. Je crois qu'il est important de nous occuper des deux autres segments, en particulier le troisième segment. Je fais un lien entre ça et les événements que nous avons connus. Puisque nous avons aujourd'hui des jeunes Sénégalais que vous côtoyez dans les quartiers, dans les villages, qui ne connaissent ni la République, qui ne connaissent ni la citoyenneté, ni la chose publique est quelque chose de tout à fait étranger. Et ils sont de plus en plus nombreux. Alors, parlons de l'école de la République, de l'éducation. Le candidat que je suis estime, et la coalition du soutien MLDT qui 2024, estime que notre pilier numéro 1, c'est tout ce qui touche à la santé, à l'éducation, aux valeurs, en particulier aux valeurs citoyennes, en particulier aux valeurs de la vie. Et le vecteur le plus facile, évidemment, c'est l'éducation qui est celle de la République. Je parle rapidement de la santé, elle a parlé de la Covid, puisque la Covid nous a montré, à mon avis, à trancher un débat, ou en tout cas à orienter les réflexions. Tout ce débat qui secoue les économistes depuis plus de 100 ans, parmi les 9 biens premiers, que sont la santé, l'éducation, la sécurité, le logement, l'habillement, le transport, les loisirs, la reproduction. Peut-être j'oublie, mais en tout cas, vous pouvez les décompter. Parmi tout cela, je crois que la Covid nous a montré que la santé était quand même bien. Sans la santé, on ne mange pas, on ne pense pas à autre chose. Et à mon avis, c'est un article pour répondre à ceux qui disaient que les Africains allaient disparaître avec la Covid. Et j'avais répondu que non, nous allons résister à la Covid pour X raisons que j'ai développées dans l'article. Et j'en ai profité pour également relever la Covid. Vous avez enseigné la santé. C'était certainement le bien le plus important parmi les biens répertoriés par l'économie qui est en charge de résoudre ces problèmes des populations. Alors, cette santé, nous pensons dans notre coalition qu'elle doit être liée à l'alimentation et au sport. Nous allons proposer au Sénégal une conception de la santé publique qui nous poussera à l'alimentation, à une meilleure alimentation, et aussi à un sport. Revenir au sport à l'école, il y avait l'UASU avant. Je disais l'autre jour, c'est quand même impensable qu'on puisse vivre au Sénégal et à Dakar et qu'on ne sache pas nager.
de l'hivernage, qui tous les jours, il y a 2 ou 3 jeunes qui se sont noyés, ça va pas nager. C'est quand même mal qu'on ne puisse pas organiser ici, à Dakar, à Guédiawaye et à Pikine, sur la côte, des formations assez rapides en 1 mois. Vous savez, nager, nous donnons le temps, ça peut plus de temps, mais je vois que ça fait partie des choses sur lesquelles nous allons emmener des innovations. C'est le sport à l'école, également l'éducation à l'alimentation, c'est important, tout cela dans un cadre de santé publique, et évidemment, vous savez, nous avons beaucoup de problèmes de santé, de gestion des hôpitaux, de déficit, financement même de tout cela, que nous aborderons évidemment au fur et à mesure de la campagne. Alors, en ce qui concerne donc l'éducation à la citoyenneté, nous pensons qu'il est important de revenir à l'instruction civique. Il y a un service civique national au Sénégal qui bat de l'aile. Tout cela doit être réhabilité, renforcé, que nous connaissions ce que nous paraît important dans les valeurs que nous voulons défendre. Ce sont les valeurs de Teki, Ambieri. Le respect, la connaissance et le respect de la loi. Important. Lorsque nous vivons en société et que la société se développe, il y a de plus en plus, la population augmente, il est normal, il est même obligatoire qu'il y ait des règles autour desquelles la société doit fonctionner. Et ces règles-là constituent les lois, des règlements, des usages, des conduites. Tout cela, à mon avis, fait partie de ce corpus de la citoyenneté qu'il va falloir aujourd'hui remettre à l'école de la République. Apprendre aux jeunes le respect de la loi, apprendre le respect de la femme. Je ne dis pas parce que je suis dans une enceinte réservée aux femmes, mais ça fait partie des valeurs fondamentales de Teki, le respect de la femme. Il y a le courage patriotique, la culture romaine, gréco-romaine, qui domine le monde, puisque la façon d'enseigner la médecine dans le monde nous vient de la culture gréco-romaine. Elle domine la science. Elle est fondée sur le courage patriotique. Aimer son pays est une denrée rare au Sénégal, en particulier dans l'élite politique. Vous ne pouvez pas réussir dans quoi que ce soit dans la vie si vous n'aimez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas aider votre pays, vous ne pouvez pas soutenir vos populations si vous n'aimez pas votre pays, si vous n'aimez pas vos populations. Alors, le courage patriotique, le sens de la responsabilité et le sens de... Voilà les valeurs fondamentales de Teki. Ce sont ces valeurs-là qui nous constituent l'essence de ce que ce doit être une citoyenneté responsable au Sénégal. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons promouvoir dans les écoles de la République. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons négocier avec ceux qui ont choisi d'amener leurs enfants dans les dares. Que ce soit les dares modernes de l'État ou même les dares traditionnelles que nous connaissons, qui, d'une certaine façon, font partie aujourd'hui des institutions sociales. Je veux parler des familles religieuses qui sont très bien ici au Sénégal. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas, dans ces dares-là, y avoir des modules de citoyenneté, des modules de la République, des modules sur l'environnement, sur une éducation environnementale nécessaire aujourd'hui pour que les jeunes puissent comprendre tout ça. Mais alors, on ne doit pas s'arrêter uniquement à ça, puisqu'il y a cette proportion des jeunes qui sont mis dans les darons, dans les collèges. Personne n'en parle. Mon candidat d'ailleurs, il a réfléchi, c'est évident, parce qu'il ne travaille pas beaucoup, malheureusement, dans ce pays. Ils sont là, nous les côtoyons,
Il faut faire quelque chose. Nous proposons un programme d'apprentissage massif auprès de nos jeunes éleveurs qui sont derrière les troupeaux, qui sont dans les bureaux, dans les ateliers de mécaniciens et autres. Il leur faut une éducation à la citoyenneté. C'est vrai dont je parlais tout à l'heure. Il leur faut une éducation au respect de l'environnement. Il leur faut une éducation pour qu'ils sachent qu'ils sont dans une république. Une république, c'est des lois qu'il faut respecter. Des lois qui vous protègent. Et ces lois-là, on les apprend à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ou à l'Université Saint-Louis, dans les autres universités. Voilà ce que nous nous proposons de manière très concrète dans l'éducation ici au Sénégal. Qui nous paraît être la base, c'est le pilier numéro 1, autour duquel nous passons au pilier numéro 2, parce que parler de citoyenneté, on est obligé de parler des institutions. Et les institutions sont chargées de veiller aux règles du jeu, aux lois, au respect des lois et au bon fonctionnement, évidemment, de tout ça. Au Sénégal, on constate aujourd'hui que le peuple est de plus en plus éloigné de ces institutions. Je suis député à l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. En 1996, j'avais peut-être 33 ans, j'avais fait le tour des pays de l'Est pour écrire un ouvrage qui s'appelle Les Africains se rendent là. Et je disais en conclusion, en tout cas, il y a des problèmes institutionnels en Afrique. Et les Africains, les États africains, tels qu'ils se sont donnés jusqu'à présent, n'ont pas résolu leurs problèmes institutionnels. La question fondamentale de savoir comment diriger et qui doit diriger, cette question, elle est pas haute. Et nous sommes en plein dedans. Vous êtes député ici au Sénégal, c'est à peine si vous avez de la considération. On considère que ce sont des gens privilégiés qui sont payés, qui doivent être donc là à payer les factures d'ordonnance, de baptême et autres, puisque finalement, ils ont des revenus à ne rien faire. L'institution président de la République, qui est la plus grande, elle est contestée. À la limite, on peut dire qu'elle n'est même pas respectée. Plus de 250, 260 Sénégalais ont estimé pouvoir en 2024 devoir demander à la président de la République du Sénégal. Alors, la justice, on a traversé 2 années difficiles avec la justice. Contestée. Parce qu'on estime qu'elle n'est pas juste. En tout cas, dans les affaires qui touchent la politique. Nos institutions, aujourd'hui, sont dans une situation difficile. Et c'est pourquoi nous proposons de réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions. On propose des réformes. Je pense que le président de la République, dans notre système, a trop de pouvoir. Il faut être courageux, aller de l'avant pour encadrer, diminuer aux besoins les pouvoirs du président de la République. Je choisirai deux exemples. Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires. Le président de la République, le président Macky Sall, aura nommé 22 000 personnes durant ces 2 mandats. C'est trop. 22 000. Nous proposons de le réorganiser, de le laisser nommer une partie, mais également de laisser à d'autres, les ministres ou autres, également nommés, et enfin, de faire des appels à candidature pour le directeur général du port de Dakar ou de la Sénélec. Il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine des mines, des ressources minières et foncières. C'est évident. Puisque c'est là, si on ne fait pas attention, que les conflits demain, ils vont mettre en mal notre société, notre citoyenneté, peuvent venir. Vous l'avez vu à Saraya il n'y a pas longtemps, les populations se sont révoltées. Effectivement, on donne un permis de recherche ou d'exploitation à quelqu'un, c'est presque un titre foncier dans une zone. Et qui avait l'habitude de faire la chasse, la pêche, ou alors ceux qui avaient l'habitude de faire de l'orpaillage, les femmes, du jour au lendemain, on vous dit non,
Parce que ces territoires-là, finalement, appartiennent à une société ou à une société étrangère. Ils nous feront avec ces parties-là aller de l'avant. Dans l'octroi de ces permis, dans la gouvernance de ces ressources minières, énergétiques et autres, il faut que les populations locales aient le mot à dire, dont les propositions à faire. Il faut que la représentation nationale, l'Assemblée nationale, qui s'est dotée d'une commission mine et énergie, également puisse avoir son mot à dire. Et enfin, le président de la République, puisqu'on reste dans un système où le président va définir la politique de la nation, eh bien, dans ce cadre-là, le président de la République pourra, en tenant compte des avis dûment motivés des uns et des autres, prendre ses décisions. Sortir ceci, où c'est le président de la République, son Premier ministre et son administration, son ministre, qui décident. Le reste du gouvernement participe à la décision qu'à travers la signature du Premier ministre, ou bien la contre-signature du Premier ministre. Ce système a fait, à mon avis, son temps, il faut aller dans. Il faut donc encadrer le pouvoir du président de la République, c'est notre pilier 2. Et enfin, je vais parler de ce pilier 3, qui a lieu à la question de l'économie. Une citoyenneté se nourrit lorsque les citoyens ont des revenus. Lorsque les citoyens sont au-dessus du seuil de pauvreté. Xale yi ndaw yi xale yi dañ ko soxla boo ñëw ci Sénégal muy Guédiawaye muy Pikine nag muy Dakar dama bëgg liggéey dama bëgg stage ku ci jàng am diplôme comme docteur Ndeye Astou Ndiaye ku ci amul diplôme wala nga am formation technique wala ci amul dara ci yooyu ñoo ñu jógee sax ci école de la République waxuma nag ñeneen ñi ñoo xam ne moom lay woowee jàngi si jàng ci école de la République suñ ko jàngee jàng yàgguñu fa mënuñoo lire mënuñoo bind ak ñooñu bokk ñooñu ñëpp ay Sénégal ñooñu ñëpp dañu war a bokk suñu yërmande comme Sénégal ñu ko tabax jëlee ko ci tubaab di ko lawal di ko dawal te wane na la mu mën a dóor daanaka téeméeri xale boo jël muy liggéey téeméer ñuy wut liggéey ñu demee jox ci ñaar sens te pour ñu am ñaar yooyu foog ñu inventé ay liggéey ci ay ASP wala ñu leen da ngeen di def environnement wala da ngeen di def ñii sax am na yoo xam ne boutique yi sax boutique yi na leen doon surveiller pour surveiller les temps donc xam nga liggéey yooyu daanaka bon ay liggéey la noonu évidemment dina leen jox 80 000 francs par mois yooyu daanaka yaakaar naa yow lépp à la décoration ñu ngi jël gaal yi ñu ngi dem Nicaragua ñu ñuy wàcc terrain yooyu la ñuy wax donc il faut qu'on ramène l'espoir dans ce pays et pour ça il n'y a pas d'autre voie. Il dit autre chose, il dit n'importe quoi pour être possible. Nous devons ramener dans ce pays des usines. Il faut passer à l'industrialisation du Sénégal. On n'a pas le choix. Et nous, c'est ce que nous vous proposons. Autour déjà de la souveraineté alimentaire, la COVID nous a montré que c'était quelque chose qui était fondamental. L'agriculture, la pêche, l'élevage, tout cela autour de projets industriels très précis. Voilà notre premier axe d'industrialisation du Sénégal que nous voulons engager dès 2020. Je dis ici tout haut que je ne suis pas d'accord avec Amadou Ba, qui a signé et qui nous le cache avec le Fonds monétaire international, qui vont fermer les huileries au Sénégal, à Ziguinchor, à Kaolack, à Diourbel et à Dakar, et nous ramener au pacte colonial, où nos braves paysans cultivaient des graines d'arachide pour les faire passer par le chemin de fer de Faidherbe et le port de Dakar et les amener en Europe. En France. Nous avons vécu ça. Nos devanciers sont sortis de là. Babacar Ba, ministre de l'économie du Sénégal, a organisé la sortie du Sénégal de ce système-là dans les années 70.
Et Amadou va nous ramener en arrière. Vraiment, il n'y a pas de problème. Lui, il a des ascenseurs chez lui. Alors, les huiles, moi j'ai dit au fond, je préfère être très clair tout de suite. Nous voulons les lutter. Je ne vois pas pourquoi. On va cultiver des graines d'arachide, les amener en Chine. Les Chinois produisent l'huile d'arachide et viennent nous vendre ici l'huile d'arachide. Alors on sait faire de l'huile d'arachide. Ces usines ont tourné ici, ce sont des Sénégalais qui les ont fait. Alors, il nous faut investir rapidement pour rétablir l'outil de production. Parce qu'il y a un choc à Kaola, Tourbel, Dakar, pour pouvoir faire l'huile d'arachide. Structuration, raffinage, raffiner même d'autres huiles, pourquoi pas porter. Ça, c'est le premier élément de notre projet d'industrialisation. Nous allons reprendre également l'acide phosphorique et les engrais. On va suivre le modèle parce que les Sénégalais vont te demander d'où viennent vos idées. Eh bien, on les prend chez le roi du Maroc et notre ami. L'OCP est un bon modèle pour nous. Les ICS doivent faire comme l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. On a du phosphate, on a 1 milliard de tonnes au Sénégal. Tu vas avoir même les phosphates. Et sur les phosphates, je donne sur les phosphates, c'est en dessous. Partout au Sénégal, pratiquement jusqu'à maintenant. Les phosphates, c'est fondamental pour la vie. La vie. Pourquoi on donne notre phosphate? On donne ça aux Indiens. Ils produisent des engrais et on rachète des engrais. On a besoin des engrais pour nos paysans qui disent que c'est trop cher, c'est mal distribué, c'est pour les OPS. On va tourner en rond jusqu'à quand? Donc, il nous faut récupérer notre industrie des engrais. Nos tailleurs sont doués, vous savez, les femmes. La confection, c'est un emploi. Il y a beaucoup d'emplois. Il faut reprendre le textile au Sénégal. On fait du coton, on s'écoute. Donc, entre les deux, on l'a déjà fait du coton. Voilà ce que je vous propose. Dans un premier, de lancer notre industrialisation dans cette direction. Évidemment, il y a les filières numériques. Donc, les gens sont doués, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Il y a les filières liées à la santé, à la pharmacie, à la biodiversité. Nous avons également des filières d'autres compliquées pour lesquelles nous avons engagé autour de la pétrochimie, autour de. Nous pensons que si on engage ce programme-là sur 5-10 ans, nous allons mettre le thème là sur l'écoute. Sénégal redressé, parce qu'on parle d'agenda redressement national. Et dans cette direction, je vous promets les jeux. 2040, 2045, si vous comptez les 10 plus grandes économies du monde, vous aurez le Sénégal avec l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est important. Vous le savez, on est plein de sécurité. Vous ne pouvez pas faire le Sénégal dans la Guinée. L'eau qu'on boit à Dakar vient des contreforts du Fouta-Jalon, vous avez puissance géographique. Donc, c'est eux qui contrôlent l'eau. Donc, forcément, avec la Guinée, il nous faut avoir la Gambie et entre ça, certains d'entre nous, vous verrez des candidats se réveiller un beau matin et ouais, on va faire une monnaie nationale. Moi, je connais la monnaie. J'ai écrit des articles sur la monnaie. Je suis rentré au Sénégal pour m'occuper de la monnaie. Parce que j'étais parmi ceux dans l'Union monétaire ouest-africaine, avec Sogué Diarisso et quelques-uns, qui étaient à l'aise pour le calcul des taux de change effectifs. C'est un nom barbare pour dire un peu comment on compare les différentes monnaies, comment on arrive à déterminer les valeurs. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'ai abandonné les dollars de la Banque mondiale pour venir ici, dans un franc CFA dévalué. Et c'est pourquoi je soutiens que je fais partie des patriotes dans notre classe politique. Mais eux, beaucoup me disent, mais pourquoi tu es rentré? Effectivement, quand on sort de l'Université de Paris, j'ai beaucoup d'amis, c'est des millionnaires en dollars, ils sont dans les bourses, etc. À 40-45 ans, ils arrivent à travailler, ils voyagent dans le monde pour visiter les musées. Mais nous avons le Sénégal chez nous au corps. Nous sommes des patriotes, on nous a éduqués dans ce domaine.
La dernière conversation que j'ai eue avec mon père au lycée Louis-le-Grand, et un mois après, il faisait un accident de voiture, il m'a rappelé, fais tes études et tu rentres aider ton pays et ton peuple. Et donc, pour dire que comment vous allez gérer une monnaie quand, avec la dynamique de 5 ou 6 il y a une autre monnaie. Jusqu'à présent, les capots là qui prétendent avoir une pensée sur les questions monétaires, je les aurais dit, mais faites attention. Mais quand la question persiste, je leur pose la question, est-ce que vous allez adopter le Dallas qui avait en Gambie? Est-ce que les Gambiens sont d'accord pour ça? Comment vous allez faire? Si je me mets en Gambie, je fais de la fausse monnaie sénégalaise, qu'est-ce que vous allez faire? La monnaie, c'est une institution avant d'être une valeur d'échange, etc., de mesures qu'on apprend aux élèves de première année d'économie. C'est la raison pour laquelle, c'est une affaire sérieuse, nous avions réfléchi. Au sein des assises nationales, je fais partie des principaux acteurs et qui 4 textes pour les assises nationales. Sur l'esprit scientifique, sur les mines, sur l'économie, j'ai écrit donc pour les assises nationales et la monnaie, évidemment. Et nous avons conclu que la meilleure chose que nous avions, c'était de pousser à une monnaie de la CEDEAO. C'est pourquoi je vous ai parlé d'Afrique de l'Ouest. Nous avons affaire à des États continents. La Chine, 1,3 milliard d'habitants, 1,2 milliard. L'Inde, 1,3 milliard. Les États-Unis, un continent. L'Europe se construit. Le Brésil, la Turquie, sur 2 continents. Et vous voulez que nous continuions cette balkanisation. Nos devanciers Kouroumache et Ante Diop nous ont averti déjà. C'est donc l'Afrique de l'Ouest qui fait sens. C'est le territoire qui fait sens. Et c'est le Sénégal dans le sol. Voilà pourquoi je dis nous devons avoir des institutions solides et légitimes, basées sur des valeurs fondamentales de citoyenneté et de patriotisme. Dans cette direction, je vous assure, nous ferons partie de ceux qui vont diriger le monde d'ici 2040, 2045. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Président, c'est comme ça que vous avez? Oui, parce que je serai président bientôt. Merci beaucoup. On vous souhaite cette fortune. Les citoyens sénégalais décideront le 25 février, n'est-ce pas? Les électeurs. Les électeurs. Alors, merci en tout cas pour cette brillante communication. À la table de cette rencontre, Dr. Deastou, parler de l'audace que vous avez d'être le premier. Je pense que ça a été démontré par et ceux qui sont là aujourd'hui sont convaincus des idées, de développer et ce sont des idées structurées. Voici le micro. Voilà. Je disais que ceux qui sont avec nous ce soir ont rencontré votre bien esprit. Ils ont été, en tout cas, édifiés sur votre projet de société, même si vous avez été beaucoup candidat ce soir. Vous avez un peu parlé de votre, en tout cas, des autres points de votre programme, notamment de l'industrialisation. Vous avez un peu parlé de la monnaie et l'espoir avec des usines. C'est bien. Je pense que le débat sur l'industrie perdure depuis des années. Nous avons besoin d'industrie parce que nous devons stopper ce flot de jeunes qui quittent nos côtes pour aller en Europe, etc. Vous avez aussi parlé dans un autre domaine de la gouvernance. Vous avez proposé de diminuer le pouvoir du président de la République pour un peu privilégier la nomination avec les autres membres du gouvernement, bien entendu, étendre ça aussi au Parlement, etc. Vous avez parlé des institutions et des citoyens. Surtout, vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a une cassure entre les institutions et les citoyens qui ne connaissent pas très bien et donc qui ne respectent pas. Vous avez aussi parlé de l'apprentissage comme une alternative avec ces masses de jeunes qui ne sont pas forcément dans les formes classiques d'école. Mais vous avez aussi parlé des services civiques et vous le ramenez. Alors, je vais peut-être revenir sur ça parce que c'est le sens du débat ce soir. On parle d'éducation et de citoyenneté.
Alors, on a beaucoup écouté, vous avez décliné votre programme, vous avez décliné une vision. Parce que pour moi, c'est important. C'est important parce que souvent, on entend des candidats ou des politiques dire que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Pour moi, il faut abandonner ça. C'est la rencontre d'un projet avec des citoyens. Parce qu'on a vu aujourd'hui ce que la personnification du pouvoir a donné dans ce pays ou dans beaucoup d'autres continents. Donc, parlons de projet, parlons d'idées, comme disait Nelson Mandela, ce qui fait sens lorsque les réalisations existent et donc sont adressées à la postérité. La postérité, c'est ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui vous écoutent, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin de ramener de l'espoir dans ce pays-là. Et ramener de l'espoir, la pierre angulaire de cet espoir-là, c'est l'éducation, c'est la citoyenneté. Alors moi, c'est la première question que j'aimerais vous poser. Aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, au plus de 60 ans, on a un système éducatif qui est assez poussif. Votre terme de disait tout à l'heure que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à accéder à une forme supérieure de l'éducation, c'est-à-dire qu'ils lâchent un cours de chemin. Alors que pour construire un pays, pour bâtir une nation, il faut de la matière grise. On bâtit un pays avec des citoyens qui sont conscients, qui sont outillés. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une rupture d'égalité entre ce citoyen-là qui va dans l'école classique ou dans l'école de la République et l'autre citoyen qui peut-être est édifié ou en tout cas a une conscience citoyenne par le canal du Dara. Et ces deux citoyens souvent se retrouvent au sommet et n'ont pas les mêmes opportunités. Donc il y a une certaine cassure en fait. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'intellectuel et en tant que candidat? Comment comptez-vous remédier à ça? C'est ma première question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. Mais effectivement, on est d'accord que nos enfants qui suivent l'école de la rue, comme moi par exemple, que l'école de la zone 2, commune, lycée public, bourse de l'État du Sénégal, faire le lycée plus grand et l'école polytechnique de Paris. Donc, je dois quelque chose à l'État du Sénégal. Je suis en train, je pense, de payer cette dette. Je n'ai pas fini de la payer. Mais, vous avez raison. Moi, je vous rajoute même le troisième cercle. Ceux qui sont nés dans l'école de la République, ceux qui ne sont pas dans l'État, ils font quoi? Or, la Constitution, on parle de citoyenneté, donc la loi fondamentale, celle-là, elle dit bien que l'État doit traiter les enfants de la même façon. On met dans l'éducation nationale 203 milliards. Si vous rajoutez peut-être le budget du ministère de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur, peut-être vous serez vraiment vers 1200 milliards. Mais pour 203 milliards, vous êtes confronté à peut-être 2 millions, 2 millions 500 000, mettons ça, jeunes qui sont gérés par l'éducation, peut-être un peu plus. Un peu plus. Le franc par enfant pour l'éducation nationale dans l'école publique, ce franc, on doit le retrouver dans l'État. Ce franc, on doit le retrouver chez les autres. On appelle gentiment entre nous les gardisés. C'est l'honorable Aïssa Touboui, que j'appelle Khalif général de femmes, parce qu'elle a un sens tellement fin, aigu et intelligent de défendre les femmes en toutes circonstances. Même si elles ont tort, elle a une capacité de retourner les choses pour défendre la dignité des femmes et leurs responsabilités, que j'ai dû l'appeler finalement à l'égard des femmes, parce que voilà, c'est des femmes. Et honorable Aïda une brillante femme, je lui demande encore d'écrire sur son parcours, j'espère qu'elle va le faire. Malheureusement, les parrainages ne le sortent, parce que maintenant le Sénégal est le sort qu'on dirige. On voit la République, là, on dit que ça va être président de la République. Mais bien, on le sort a décidé qu'elle n'était pas admise au parrainage. C'est elle qui a trouvé ce nom, les Gandhi. Ceux-là sont encore.
C'est pourquoi il faut un programme spécial. Vous avez raison de dire, une rupture d'égalité, c'est clair. D'abord, dans ce qu'on dépense par enfant, dans les programmes, dans les opportunités. Et ça, on est en train aujourd'hui de vivre cette crise-là. Ceux qui sortent d'État, bon, quand ils sont peut-être doués, je ne veux pas même en parler, mais Alif, le conférencier, au stade à une salle, rien, tout le monde l'écoute. Tout le monde n'est pas au stade à une salle. Et pour les autres, il faut bien qu'il y ait quelque chose à faire dans notre société. C'est de notre responsabilité, puisque ce sont des enfants du Sénégal. Vous avez raison, il faut corriger cette culture d'égalité. J'en suis parfaitement conscient, c'est pourquoi j'ai commencé par ça, lorsque je parlais d'éducation à la citoyenneté. Lorsque vous avez sur le marché du travail 3 jeunes qui arrivent, qui n'ont pas les mêmes valeurs citoyennes, les mêmes valeurs de la République, vous avez un problème. Vous avez un problème dans l'entreprise, vous allez avoir un problème dans la fonction publique, vous avez un problème dans les entreprises publiques, peut-être dans l'armée. L'armée fait un effort, peut-être, d'unification. Pour la saluer pour ce travail qu'elle fait. Mais je pense que vous avez raison. D'accord, il faut corriger ça rapidement. Parce qu'on n'a pas la croissance démographique, elle est forte au Sénégal, c'est 2,5. Et donc, nous devons rapidement, nous en avons conscience au niveau de la mairie, de notre candidature, de notre programme, l'agenda de redressement national ou l'agenda de culture nationale, chose, vraiment, le reconnaît et dit tout de suite et maintenant, nous devons nous engager à résoudre ce problème de l'inégalité. Merci. Alors, rapidement, deux dernières questions avant de donner la parole au public. La première question, c'est on a constaté que l'éducation est un ascenseur social. Parce qu'on a aujourd'hui un dossier qui est venu des faubourgs de famille et par le canal de l'éducation est devenu le présent à la vie. Donc, l'école publique, elle est importante. L'éducation est fondamentale. Mais aujourd'hui, si de plus en plus, beaucoup de nos jeunes, très brillants, formés, édifiés par l'école sénégalaise, partent ailleurs, comme vous avez fait le migrant, peut-être que dans un autre contexte, on accepte. Mais aujourd'hui, dans un monde avec de fortes disparités géopolitiques, dans un monde où on a besoin de faire bloc, de faire masse, est-ce qu'on doit continuer de livrer nos jeunes, des corps entiers de jeunes, aux Français, aux Turcs, aux Chinois, aux Américains, alors que l'État doit mettre en place ici au Sénégal des instituts, des écoles capables de former, de formater ces jeunes-là. Quelle est aujourd'hui l'idée, ou en tout cas la vision du candidat par rapport à ça? C'est une bonne question. Vous êtes en train de dire que nous formons des jeunes, sénégalais brillants, et qui finissent au Canada, en France, aux États-Unis, au Japon, en Australie, et vont aider ces économies. Effectivement, c'est une perte pour la nation sénégalaise. En tout cas, dans un premier temps. Et donc, dans un deuxième temps, nous devons, nous, voir quel lien nous devons tisser avec la diaspora. Vous me permettez d'en parler. La diaspora, c'est un peu l'Inde et la Chine en particulier, dans le développement ces dernières années, ont beaucoup travaillé avec le diaspora. Nous devons connaître une administration de la diaspora. Ce n'est pas des Sénégalais de l'extérieur, on traite de manière bizarre au niveau du gouvernement Macky Sall, mais c'est véritablement une administration de la diaspora qu'il nous faut aujourd'hui mettre en place. Et donc, ces savants sénégalais, ces ingénieurs, ces diplômés, ces juristes, etc., doivent pouvoir enseigner dans l'université, doivent pouvoir travailler avec nos entreprises, doivent pouvoir proposer, comme je l'ai dit, postuler à des postes comme le Sénégal, nous devons leur permettre. Mais au-delà de ça, vous savez pourquoi l'éducation, on peut tourner là, les Français disent dans la choucroute, là. Moi je dis là, les ça. Mais parce qu'ils n'ont pas de projet industriel. On forme des gens comme ça, sans savoir pourquoi on les forme. À un moment donné, ici au Sénégal, tous les jeunes disaient je fais transport logistique. Le lendemain matin, je fais communication, marketing. Oui. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vous dis, je vais dans ces filières industrielles.
Donc, j'ai besoin de cadres, d'ingénieurs, techniciens, managers, juristes, tout ce que tu veux, formés pour pouvoir travailler dans ces filières. Et je dois organiser donc des écoles, les programmes dans les écoles, les contrats de performance avec les écoles, dans ce sens. Maintenant, quand on a eu besoin, peut-être c'est peut-être une des seules bonnes choses que Macky Sall a fait, il y en a quand même une. Il a organisé nos jeunes pour lancer le premier satellite. On est fiers, c'est une bonne chose. On a pris des jeunes, on les a sélectionnés, on les a envoyés, je sais pas, en France, quelque part là-bas, ils ont fait le stage, ils sont venus. Donc, dans ce que nous ne savons pas faire, on va le chercher ailleurs, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et nous, avant de notre temps, vous signez un engagement après de travailler pour 10 ans au Sénégal. L'administration sénégalaise n'est pas capable de faire ça. Je suis d'accord avec vous. Nous devons avoir, c'est ce que j'appelle la conscience patriotique. Il n'y en a pas beaucoup au Sénégal chez les leaders politiques, malheureusement. Et par conséquent, c'est ça qui va nous permettre d'organiser notre système universitaire en savant en chercher pour qu'il puisse effectivement contribuer au développement du Sénégal. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, dernière question avant d'ouvrir le débat avec le public. Vous avez parlé de conscience patriotique, donc de conscience citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire de l'école un cadre citoyen, un cadre où on apprend en jeunes à aimer son pays? Parce que ce qui s'est passé ces dernières années avec les casses au Sénégal, dans les rues, etc., ce qui se passe tous les jours dans la rue, etc., ce manque de connexion entre le citoyen et son pays, et sa république. Comment faire de l'école ces cadres citoyens, ces cadres républicains? C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, on aurait pu utiliser. Et voilà, vous êtes candidat, vous avez la prétention de nous diriger, c'est ça le mot. Qu'est-ce que vous comptez faire tout ça? De vous indiquer la voie, de préciser. Mais de vous diriger, c'est plus compliqué. Je ne crois pas que le président de la République soit capable de diriger la règle générale des mérites. Il faut savoir raison garder. Une anecdote. J'étais à Bamako, il y a un forum de Bamako, j'avais été invité là-bas pour une communication il y a quelques années. Et il y a un jeune là qui, comme cette jeune fille, s'occupait d'organiser la vente. Et il y avait des Européens, je pense des Belges, des Français qui étaient attribués, qui faisaient leur exposé. Et je lui dis, mais tu sais, jeune homme, tu sais quelle est la différence entre nous là, le jeune et Burkina, nous et ces Européens? Il me dit, c'est quoi? Eux, ils aiment leur pays. Ils sont prêts à tout pour leur pays. Il me regarde. Il me dit, pourquoi que j'aime mon pays si nos dirigeants n'aiment pas leur pays? Voilà ce qu'il me dit. Parce qu'il a une vingtaine d'années, il étudiait dans une école de commerce là-bas à Bamako. Donc, c'est nous, le président de la République, qui doit donner le courage patriotique. S'il le fait, tout le monde va rentrer en guerre, y compris nos enseignants, nos maîtres d'école. Et à ce moment, effectivement, le courage patriotique va renaître parce qu'il est là. Il est là. Nos juristes ancêtres, les Mamadou et les autres, c'est quand même des patriotes. Par conséquent, les Ladior, donc le courage, il est là. Il n'a pas disparu. Il a peut-être été malmené par une élite qui est un peu perdue, qui ne comprend pas le monde, peut-être complexée, et nous sommes là. Aujourd'hui, pour redresser le Sénégal, je vous assure qu'on va y arriver. Oui, beaucoup. Alors, on doit passer. Tu as dit? Ok, alors, vas-y. En fait, moi, ma question tournerait autour de la citoyenneté. Et en fait, à savoir, j'ai tellement l'habitude de parler sans micro, je pensais que c'était à nous. Et du coup, en fait, ma question tournerait autour de la citoyenneté sénégalaise par rapport à l'Afrique. Où est-ce que la citoyenneté sénégalaise va se trouver dans l'Africanité?
dans l'Afrique. Est-ce qu'on va parler de citoyenneté sénégalaise en marche des autres pays, comme on le fait actuellement? Je veux bien qu'on parle de la citoyenneté au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union européenne, à un moment, de l'Union africaine, pardon, à un moment donné même, il y a une question d'un passeport africain. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette citoyenneté-là? Et on a actuellement, en termes d'éducation, le paquet. Le paquet, je pense qu'il va jusqu'en 2025. Et justement, ça tombe bien parce que vous allez venir en 2024. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous allez faire de ce paquet-là? Parce que, à mon avis, pour avoir, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'éducation, et donc, mes conclusions tournent toujours autour en fait, d'une fin d'un système éducatif sénégalais, qui n'existerait plus, en fait, de système éducatif sénégalais. Pourquoi? Je m'explique. Parce que tout simplement, en fait, on n'a plus une école publique comme vous l'avez fréquenté, comme sans doute nous autres d'une certaine génération aussi l'avons fréquenté. On se targuait tous de sortir de l'école publique. Aujourd'hui, en fait, ce n'est plus le débat. Dès qu'on a un peu plus de moyens, on s'arrange pour que les enfants aillent dans le privé. Donc, ça interroge en fait l'existence d'un système éducatif sénégalais. Quand je parle d'un système éducatif sénégalais, c'est un système en fait dans lequel le Sénégalais se retrouve. On ne se retrouve pas dans le système qu'on a, des écoles bilingues, des écoles américaines, des écoles françaises, des écoles libanaises, et tout cela dans ce pays, et tout cela aussi éduque les enfants sénégalais. Et donc, je voudrais savoir en fait ce que vous pensez, ce que vous comptez faire par rapport à cela, et puis revenir aussi à la question de la sécurité par rapport à Très bien. Alors, est-ce qu'il est exclu d'avoir une citoyenneté sénégalaise et une citoyenneté de l'Afrique de l'Ouest, une citoyenneté africaine? À mon avis, ce n'est pas exclu. J'étais à Addis Abeba comme directeur de cabinet, j'ai même travaillé sur le passeport africain. C'est d'ailleurs là où j'ai compris qu'un passeport, c'est compliqué. Quand on vous fait un vrai grandeur, en tout cas, une loupe de ce qui est caché, c'est impressionnant. Alors, je suis d'accord. Tout à l'heure, je vous ai salué pour ça. Nous devons avoir une perspective africaine très claire. Nous avons été éduqués par Oman, Cheikh Anta Diop. Nous y croyons et il faut y aller. Mais comment y aller? On a appris de ces 60 dernières années et que la question, lorsque Oman a soulevé en 65 qu'il était prêt à avoir une monnaie africaine, une armée africaine, je pense qu'une année plus tard, il y a eu un coup d'État. Donc, il faut apprendre tout ça, savoir comment progresser. Je crois que nous avons besoin d'avoir une citoyenneté de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, de la CEDEAO. J'ai beaucoup travaillé depuis ces dernières années sur le plan politique pour que la question des 2 mandats, qu'on ne puisse pas faire plus de 2 mandats de 5 ans quand on est président de la République. C'est important parce qu'on ne peut pas construire ces citoyens de l'Afrique de l'Ouest si on n'a pas une convergence et une solution. Il faudrait que dans notre pays, il puisse y avoir à un moment donné une constitution de la CEDEAO, peut-être de laquelle vont dériver des constitutions, parce qu'il y a des particularités, au moins qu'il y ait une sorte de commune. Ce travail, je crois que c'est le Sénégal qui doit le poursuivre, parce que le Sénégal est à l'avant-garde de la démocratie en Afrique, et donc c'est pourquoi il était important que le président Macky Sall, comme vous dites, sorte des faubourgs de pratique soutenus par l'école publique. Évidemment, le sort poussé par Maître Abdoulaye Wade vient l'emmener à diriger le Sénégal pendant 2 mandats, c'est très bien. Et donc, ce Sénégal-là, je crois, a un rôle à jouer et il faut construire cette citoyenneté sénégalaise autour du patriotisme, du courage patriotique, des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et essayer donc de voir comment partager ces valeurs en Afrique de l'Ouest et à partir de là, en Afrique. Certainement, aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'on va y aller avec des regroupements régionaux au niveau de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et évidemment de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas une question simple. Mais on va y aller. L'autre question que vous posez aujourd'hui, et qui est un vrai problème, il y a quelques années, j'avais présidé
je pense, lorsqu'il y avait des assises de l'enseignement supérieur, une commission sur la gouvernance. Donc, vous avez révélé déjà à ce moment-là que pratiquement 50% de ceux qui ont le bac au Sénégal venaient des écoles privées. Et probablement, dans cette période, je n'ai pas fait le calcul, mais sans doute, ça a dû progresser. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'école publique est mal. Lorsque je vais visiter le lycée Vendôme Nouvelle, il n'y a presque plus de terrain de sport, je ne reconnais même plus mon lycée. Et évidemment, face à la poussée démographique, nos États, en tout cas l'État central, même si prétend mettre 103 milliards, est-ce que c'est bien utilisé? On a beaucoup de problèmes au niveau de l'école publique. Je crois que l'école publique doit rester parce que beaucoup de Sénégalais encore n'ont pas les moyens de payer l'école publique. Rester pour donner la direction, parce qu'il faudrait, ce qu'on enseigne dans les écoles libanaises ou américaines, en tout cas, s'il y a un programme sénégalais, il doit être défini l'État. On ne peut pas négocier ça. Et ça me paraît être évident. Et pour cela, il pourrait affirmer ce qu'on veut lorsque notre enfant aura 18-19 ans, parce qu'il aura fait tous les cycles. Bien éduquer un enfant, c'est quelle valeur cet enfant doit porter pour pouvoir aller à l'université. Et là, vous êtes dit de recevoir un enseignement supérieur. Et pour cela, vous avez besoin de dignité, et c'est le sens comme du ministère de l'Éducation. Donc, ce sont des valeurs cardinales fondamentales qu'on doit réaffirmer dans notre système éducatif. Je vous promets qu'il ne va pas disparaître. Il y en a qui ont l'intention de le faire. Il faut savoir que ça ne marchera pas ici au Sénégal. Nous allons tenir le cap. Nous sommes des héritiers des Amourons Tambo et autres qui ont lancé l'éducation de base, qui ont lancé dans ce pays en les années 56 avec la loi cadre la généralisation. Pour nous pousser à ce que l'éducation puisse en Casamance, un peu partout, et on ne va pas abandonner ça. On ne le fera pas. On tiendra le cap. C'est que vous Alors, on va ouvrir le débat avec le public. Je rappelle que la discussion est intéressante. Les États sont en train de partir. S'il y a une question qui doit être posée, j'aimerais qu'elle soit concise, qu'elle soit précise, ou s'il y a une contribution, qu'on ne dépasse pas les 2 minutes. Comme ça, le candidat pourra répondre et plus rapidement, on va faire. Alors, vous allez vous présenter et poser votre question. Merci. Bonjour, c'est Maïkari, je suis journaliste à la RTS Radio Sénégal International. En fait, je voulais vous demander tout à l'heure, vous avez étudié votre programme sur l'éducation. D'abord, ma question sur l'éducation est que vous avez l'habitude d'écrire des articles un peu complexes, mais pas du tout facile à comprendre. Est-ce que ces jeunes-là que vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas passé à l'école coranique, ou même qu'ils ne sont pas passés par l'école de la République, ou bien qui ont fait un petit moment dans l'école publique, comment ils vont faire pour comprendre votre message? Qu'avez-vous décidé pour qu'ils puissent entendre votre message vous parler? Vous avez montré un projet qui est très intéressant sur l'éducation. L'autre question est que sur les postes de responsabilité, c'est-à-dire est-ce que vous allez participer à renforcer la citoyenneté des Sénégalais, des gens, des élèves, en donnant les postes de responsabilité à des personnes qui ne sont pas des cadres, comme on le voit parfois au Sénégal. Moi, j'aime bien vos questions. Pour quelqu'un qui vient de la RTS, c'est très courageux. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? On prend les questions avant les réponses? Oui, ça dépend de vous. Comme vous voulez, je peux répondre. Oui, si. Oui, je vais répondre assez rapidement. Merci beaucoup, moi, Baïgaï. Quand vous avez dit Baïgaï, je me suis dit, est-ce que c'est pas Baïgaï des parcelles assainies, là? De Macky Sall. C'est pas lui. C'est un bon ami à moi. On n'est pas d'accord politiquement, mais c'est un bon ami. C'est un bon sérieux. Alors, vous me dites que je fais des articles compliqués. Bon, je peux parler de questions techniques, je suppose, que j'écris tous les mardis et je fais des efforts pour écrire simplement. Et parce que c'est des questions économiques. Et les questions économiques, en tout cas, nous sommes de ceux qui croient qu'il faut les rendre simples, parce que ça touche la vie des gens. Et le désir de bien-être des Sénégalais, de développement, moi je l'ai vu, je l'ai vécu.
j'ai parcouru le Sénégal de long à large. J'ai parlé avec mes compatriotes, les femmes. Je sais qu'il y a ce plaisir. Et donc, je m'efforce de le faire. Maintenant, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube pour expliquer en Wolof ce que j'écris dans ces textes. Et vous avez raison. En fait, vous voulez poser la question de la langue directement. Nous pensons, ceux qui on appelle les linguistes, il faut faire un effort d'apprentissage dans les langues. On leur apprend, comme j'ai dit, l'éducation à l'environnement, la citoyenneté de la République, des modules comme ça. On a des cadres sénégalais qui travaillent, mais aussi les métiers qui sont dans la mécanique et autres. On pourra leur apprendre des choses, je pense qu'ils vont leur étudier plus tard pour augmenter leur capacité. Et ce sera dans les langues. La question des langues nationales est posée, y compris dans l'école de la République depuis très longtemps. Et elle n'est pas tranchée, parce que, essentiellement, en ce qui nous concerne, parce qu'on n'a pas suffisamment de manuels. Vous ne pouvez pas dire je vais enseigner en Wolof si vous n'avez pas de manuels suffisants pour pouvoir enseigner en Wolof. Et le Wolof est peut-être le Pulaar de langue les plus avancées ici, en tout cas dans le monde écrit. Je crois que, effectivement, je ne suis pas contre les langues nationales, je pense qu'il faut faire un effort. J'ai beaucoup d'amis, des scientifiques sénégalais qui sont arrivés à la conclusion qu'on connaît mieux les sciences, on les appréhende mieux lorsque on les apprend dans les langues nationales. Et donc, oui, ce sont les thèses de Cheikh Anta, on le sait, et on est d'accord avec ça. Maintenant, comment mettre ça en œuvre? Ce n'est pas simple, il faut y aller de manière organisée, il faut organiser des académies. Il faut que ces académies-là puissent produire des manuels et je pense que progressivement, on va y arriver. Je ne suis pas contre le fait donc, de pouvoir parler, écrire dans des langues que la majorité de la population va saisir facilement. Ça, c'est vraiment la réponse que je peux donner à votre. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président. C'est vraiment un plaisir d'être là. Parce que je me suis, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis toujours à l'affût dans le poster ou dans dans les débats sur ce qui se passe dans le pays. Là, j'ai une question très urgente par rapport à ce qui se passe dans notre pays depuis quelques années. Parce que je pense que tout ce qui se passe dans ce pays par rapport au retard de notre développement dans les 5 dernières, et je veux dire même dans les 10 dernières années, c'est par rapport à la justice. Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, je parle, on constate que la justice a vraiment un problème. Et je voulais vraiment savoir votre position quand vous serez président. Ma deuxième question, c'est par rapport à nos ressources naturelles. Parce qu'on sait vraiment que ce qu'il y a dans notre sol ici au Sénégal et généralement en Afrique de l'Ouest. Je voulais savoir comment vous allez faire par rapport aux contrats qui ont été signés par le président Macky Sall, surtout dans le domaine du pétrole. Tout ça, parce que c'est vraiment flou de notre part, parce que moi, je devais me présenter au début, je suis étudiant en météorologie et pétrole, et moi aussi je fais technicien dans le sous-traitant international. Donc, je voulais vraiment savoir comment vous allez aborder ce sujet et je pense pas simple par rapport à tout ce qui nous entoure, les Occidentaux qui sont là, et toutes les sociétés pétrolières qui ont vraiment accaparé nos ressources. Je ne sais pas comment le président, mais j'aimerais vraiment savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est des questions brillantes. J'en profite d'ailleurs pour répondre à l'autre qui disait la politisation de l'administration. Moi, je suis contre. Je l'ai toujours dénoncé. Macky Sall a poussé ça à l'extrême. Tous les directeurs. Par exemple, aux finances, il nomme un directeur général, il met un coordonnateur derrière, c'est celui-là qui fait le travail, le directeur général, il fait la politique. Il impose à ses directeurs des maires, en
En tout cas, moi, je considère que quand on est directeur du ministère des Finances, on n'a pas le temps d'être. Il y a tellement de choses à faire qu'à moins d'avoir 2 ou 3 cerveaux, bon, mais ce qui est rare, je crois, mais il faut quand même qu'on fasse le travail très sérieusement. Le ministère de l'économie et des Finances, c'est un des piliers de l'État, avec le ministère de l'Intérieur. On n'est pas là pour nous amuser. Il y a trop de politiciens. On va. C'est pourquoi j'ai parlé de la façon dont il fallait nommer les gens au niveau de l'administration. Maintenant, la question qu'il pose au niveau de la justice, évidemment, la justice qui pose problème, c'est la justice quand elle touche aux politiques et quand elle touche peut-être aux finances. Bon, mais la justice de tous les jours, les problèmes de divorce, les problèmes d'héritage, bon, je pense que plus ou moins, ça marche. Il y a des choses à faire, bon, il y a également des choses à améliorer, d'autres gens dans les prisons, etc. Mais les 2 problèmes fondamentaux, c'est la justice politique. D'abord parce que il faut qu'on accepte qu'on soit des démocrates, il faut accepter les débats politiques. Mais moi, je n'ai pas de problème à ce que Suleiman ne soit pas d'accord avec moi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec moi qu'il n'a pas le droit de vivre. Qu'il faut le contraindre et pour un rien, vous dites qu'il a fait l'offense au chef de l'État. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'il faut enlever ça de notre arsenal juridique. L'histoire de Sonko et Mambaïnian, là, ça vaut pas la peine de la justice. Tu es épinglé par un rapport, il donne-moi la preuve, il ne sait pas vrai, et puis on avance. Pas la peine de mobiliser les Sénégalais autour de ça pendant des mois et des mois. C'est des enfantillages. C'est mon point de vue. La politique, c'est plus sérieux que ça. Comme je vous ai dit, il faut avoir un horizon, ce qu'on doit devenir d'ici 2025. Et c'est possible. Et c'est possible. Ce que les Malaisiens ont fait, on peut faire la même chose ici. Il faut que les jeunes là que vous êtes soient conscients que c'est possible. Et donc, moi, je pense que le président peut ne plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Un épée de Damoclès sur les magistrats, négocier avec eux l'augmentation de leur retraite, etc. Moi, je suis un président qui va être à l'aise. Parce que moi, je ne veux pas être là pour bilan, ça ne m'intéresse pas. L'argent des Sénégalais du Sénégal ne m'intéresse pas. Je vous dis, si je voulais de l'argent, je serais à la Bourse de New York. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre le Sénégal dans une direction où il sera parmi les plus grands pays du monde. C'est le sens de la grandeur, on a été éduqué comme ça. C'est ça qui nous motive. La justice financière. Là aussi, évidemment, elle est très faible. Parce que tu sais, les questions de finances internationales, c'est compliqué. Hein? Est-ce que nos magistrats sont formés pour ça? Je ne le crois pas. On a créé une chambre financière, il faut former des magistrats, il faut pouvoir arriver à décortiquer ces phénomènes de flux financiers illicites. Parce qu'il faut savoir au Sénégal, entre 250 et 300 milliards de francs CFA s'évadent comme ça tous les ans pour aller dans les paradis fiscaux. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et ce sont ces 2 segments de la justice autour desquels il faut travailler. On a besoin d'un bon ministre de la justice, je pense. On va l'avoir, Inch'Allah. Et on va pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, la question des contrats miniers et gaziers. Il faut distinguer les contrats miniers qui sont aujourd'hui dans l'or, les phosphates, les zircons. Moi, je suis d'avis, et ma coalition est d'accord, qu'il faut faire une pause. On a fait un pépinier très favorable à l'investissement étranger, en disant ils vont amener des capitaux, c'est eux qui ont la technologie, pour savoir ce qu'on a dans notre sous-sol. Précisément, on sait que ça existe, mais où c'est exactement, il faut un travail technique très précis. Et cette phase-là, je pense, est terminée. Aujourd'hui, nos géologues, nos géophysiciens savent à peu près où sont nos réserves, enfin, nos ressources d'or, de zircon, de phosphate, etc. Je vous ai parlé de milliards de tonnes de phosphate, par exemple. Maintenant, les contrats pétroliers et gaziers. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont en mouvement. Le plus important, c'est celui du gaz de Saint-Louis, GTA.
vous êtes au courant de tous les problèmes qu'il y a eu avec l'affaire BBC, Franck Timis, à Lussal. Nous avons même porté plainte, le Premier ministre Abdoulaye et moi, donc cette affaire-là est en justice. Alors, demain, président de la République, je pense que nous avons les moyens d'ouvrir des discussions avec BP, avec Cosmos, parce que c'est eux qui sont là. Et nous allons, à mon avis, de manière patriotique, et voir comment faire avancer notre dossier. Mais je ne vais pas mentir aux jeunes, ou à mes enfants. C'est une question de rapport de force. Un BP, ce n'est pas n'importe qui, c'est la Royaume-Uni, qui sont au Conseil de sécurité. Et donc, nous devons négocier. Parce que nous, on va leur dire, nous, on a un projet industriel. Nous ne sommes pas là pour produire du gaz, pour produire du gaz. Nous ne sommes pas là pour produire du gaz à exporter parce qu'il fait froid en Europe. Nous voulons que nos jeunes travaillent. Comme vos jeunes, c'est autour de ça. Il nous faut réorienter, redresser nos rapports avec le monde, nos rapports avec nos partenaires financiers et techniques, les PDF, comme ils les appellent au ministère, notre coopération internationale. C'est comme ça que je crois, dans un premier temps, il faut aborder ces questions. Construire de véritables capacités. Parce que les Sénégalais, il y a des cadres. Est-ce que vous avez un cadre qui n'est pas patriote? Ça ne sert à rien. Parce que quand il va être seul avec BP, ben, écoute, notre société, voilà, il peut ne pas défendre les intérêts du Sénégal. Et ça se construit. Ça s'apprend. C'est ce que vous êtes en train de dire pour vos valeurs de citoyenneté, de patriotisme. C'est pourquoi je vous invite, avec moi, avec notre coalition à l'alternative patriotique et citoyenne le 25 février 2024, et l'affaire sera réglée. Merci beaucoup. Alors, il me reste juste une dizaine de minutes. Peut-être qu'on va prendre une dernière question et après, le docteur Astou va conclure peut-être une question. Bonjour tout le monde. Je suis Malik Idé et je voudrais dire le président coordinateur des techniques. Dans l'unité de Djambati, département Bouquet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'émotion de mon part devant vous ici aujourd'hui. Bon, la question que je me pose aujourd'hui, je vous vois beaucoup parler de l'industrialisation. Qui parle de l'industrialisation pour le développement. Est-ce que actuellement vous avez les éléments compétents pour faire avancer l'industrialisation ici au Sénégal? Merci. Bien. Bonne question. Même bonne question, c'est vrai que sont nos responsables dans le groupe Killing. Content de le revoir, c'est bon, je ne l'ai pas vu. Merci, il y a beaucoup de travail pour le parrainage. Alors, l'industrialisation dont on parle, les usines, on commence par ce qu'on sait déjà faire. Les huileries, on sait faire. Vous allez à Ziguinchor, il y a une tradition de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers. On sait faire. Vous allez à Lignan, à Kaolack, pareil. C'est lié à l'Opel, etc. Donc, on part de ce qu'on sait déjà faire, qu'on veut liquider. Pourquoi je vous dis, on commence par les huileries. On commence par l'agroalimentaire, on commence par oui, l'agroalimentaire, la tomate, le sucre, etc. Il y a des choses qu'on sait faire. Il faut consolider ça, et développer ça, et créer des centaines d'emplois, centaines de milliers d'emplois. Ça, c'est vraiment la première phase. Je vous ai parlé des ICS, de l'acide phosphorique, des engrais, des usines de barre. Vous dire l'acide phosphorique, pourquoi tu ne ferais pas des engrais? Parce que ça ne les arrange pas. Ils font les engrais là-bas en Inde, ils nous les vendent. Mais nous, on va ouvrir pas. On sait faire des engrais. Donc, nous avons aujourd'hui ce qu'il faut. Le reste, on le complète, comme j'ai dit tout à l'heure, par des formations avec, aujourd'hui, nos écoles professionnelles, nos écoles d'ingénieurs, nos écoles techniques. Capables de former ce dont on a besoin dans le textile, par exemple. Même dans le numérique. C'est autre chose que nous. Maintenant, le problème jusqu'à présent, c'est qu'on n'avait pas cet objectif. On formait pour former.
parce que, évidemment, ici, c'est les partenaires financiers, techniques et développement qui orientent à travers les discussions qu'ils ont avec les ministères des Finances, la direction. Nous disons, maintenant, vous allez nous écouter. Nous avons des projets industriels. Les voilà. Ils sont réalisables, ils sont réalistes, ils sont faisables. Et ces projets industriels, nous allons former nos jeunes pour ça. Ça, c'est très clair, c'est faisable. On en a parlé avec les professionnels des universités, des écoles, etc. On sait que dans cette direction, on va y arriver rapidement dès 2024. Et après, dès que c'est lancé, vous allez voir. Vous allez voir le talent des Sénégalais va se développer. Et donc, nous allons ouvrir les autres filières dont j'ai parlé tout à l'heure, des filières très importantes. C'est toute la médecine, la pharmacie, avec les plantes. Ça, c'est une filière d'avenir. J'en parle pas parce que je sais que demain, mes concurrents vont voler ça. Mais pour nous, on a une idée très claire par rapport à ça. Par rapport à comment il faut faire. Donc, vraiment, je vous rassure, on s'est où aller, l'avion est en pilote. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est important. C'est De Gaulle qui a dit c'est le rendez-vous de nos hommes avec son peuple. De Gaulle qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui a nous, en tout cas, ce que nous disons. Nous avons un peuple, nous avons un projet, nous avons une équipe. Une équipe. Moi, je me considérerais comme le capitaine de cette équipe. Dans une équipe qui doit gagner à la Coupe d'Afrique, je souhaite que les Sadio gagnent la Coupe, non pas parce que c'est mon petit-fils, qui me fait plaisir. Donc, il faut, vous le savez, les ailiers, il faut les défenseurs, il faut des goals, il faut des milieux de terrain, etc. Tout cela ensemble, avec le capitaine. C'est avec cette équipe-là qu'on pourra réaliser ce projet et le sélectionner. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu ce soir un bon client et donc c'est pas facile d'épuiser tous les sujets, même si c'est un plaisir de vous écouter. Vous avez une maîtrise, c'est très clair. Je pense que le Sénégal va vers la croisée des chemins et ceux qui voudront nous diriger vont nous parler. On va les écouter, on va tester. Ils n'auront pas le luxe de nous échapper. Donc je pense qu'on vous remercie d'être avec nous ce soir, de nous parler si clairement, de déterminer une vision pour le Sénégal. Alors, je vais laisser la parole à Dr. Assou. Tu vas me parler de ton sentiment ce soir. Tu vas peut-être déterminer la suite de cet agenda ou de ces sprints qu'on vient d'entamer vers les élections présidentielles. Et M. Mamadou Diallo va donner le mot de la fin, une conclusion et peut-être poser une question au prochain qui sera là. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir confié à ça. Je m'appelle Tierno Soleiman. Merci beaucoup. Tierno, merci. C'était aussi un plaisir d'accueillir le président Mamadou Diallo. En réalité, ce n'était pas du tout un regret, justement, de vous avoir choisi en premier lieu. Et donc, vous avez donné raison, à savoir que vous pouvez justement être le premier. Et vous l'avez fait, vous l'avez bien assuré. Je voudrais aussi, avant de conclure, poser deux questions. Deux questions. Est-ce que vous avez un gouvernement? Une équipe à laquelle vous pensez actuellement? La deuxième chose, est-ce que vous pensez mettre en place un ministère de la femme? Rapidement. Oui. Nous étions engagés dans les assises nationales à faire un gouvernement au maximum 25. Moi, je suis pour 19. Nous avons à peu près une ossature parce que on est en politique aussi, nous voulons construire une coalition pour gagner. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a des choses qui me paraissent pour moi fondamentales. Par exemple, j'estime que la question de l'environnement, elle est transversale, elle doit être une ministre. Il nous faut un ministère de l'industrialisation, ça va de soi. Je voudrais également proposer qu'on ait un ministère, en tout cas, chargé des domaines, puisque la question foncière est vraiment aujourd'hui trop importante pour le Sénégal. Nous avons donc effectivement un peu dessiné ce que nous appelons un gouvernement efficace. Un gouvernement efficace
pour pouvoir résoudre les problèmes. On a beaucoup d'étudier, souvent même des hommes et des femmes qui veulent évidemment occuper les postes. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut un ministère de la femme? Ou il faut un ministère de la famille? Ou il faut un ministère des enfants? Moi, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais je considère que, j'en parle beaucoup avec l'Assemblée générale, avec les oui, que dans, vous savez, président Senghor, vous avez entendu, il a souvent dit la culture est au début et à la fin du développement. Donc peut-être tu vas me dire, moi j'ai cherché, hein, je ne sais pas de quelle culture il parle. J'ai cherché, je posais des questions. Comme il n'a pas donné, en tout cas pour moi, une nouvelle culture, je me suis permis de dire, moi, je pense que nous devons intégrer dans notre culture des éléments d'efficacité. Et pour ça, les femmes ont un très grand rôle à jouer, parce que c'est les femmes qui éduquent les enfants. Cette éducation à la propreté, cette éducation à l'environnement, tout cela, à mon avis, les femmes doivent nous aider. Et donc, est-ce que c'est un ministère de la femme qui est chargé de distribuer des Lagos et comment on appelle ça encore, des musiques qui viennent de nous donner là, voilà. Hein? Voilà, donc distribuer pour que les femmes aillent dans les mobilisations, voilà, lorsque le président de la République arrive. Moi, je considère que, bon, c'est peut-être culturellement ou en tout cas folkloriquement intéressant, c'est le moment de détente, mais ce n'est pas là l'essentiel. Je ne crois pas que ce soit le rôle du ministère là. Moi, franchement, je ne sais pas si ce sera un ministère de la femme, ou de la famille ou des enfants, ou de la solidarité nationale. Il y a un package peut-être auquel nous avons réfléchi et qui concerne la femme et l'enfant et la famille. Et ce package-là doit être confié à une femme, à une femme responsable, qui sera capable de parler aux autres femmes, quel que soit leur âge, pour nous aider justement à aller vers cette société qui va accepter les soucis, qui va accepter pousser un peu en avant comme ça dans la politique. Tiens, Madame ça. Quelle question je vais devoir poser à Tierno Alassane Sall, qui est un bon ami à moi, parce qu'il se trouve d'ailleurs que, certainement, il va pas être content que je le dise, mais ma soeur était mariée dans leur famille. Donc, j'ai des nièces qui sont des tantes de Tierno Alassane. Donc, je le connais bien, c'est quelqu'un de très courageux, de très véridique. Et la question que moi je vais vous poser, c'est comment lui, il voit la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Comment il voit les problèmes de sécurité que nous avons en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il a réfléchi? Voilà la question que je vais vous poser. Et il n'a pas réfléchi à ça, il demande de venir rejoindre ma coalition. Encore merci beaucoup de vous être déplacés et surtout d'avoir donné la possibilité à cette jeunesse et à toutes les personnes qui sont dans cette salle l'occasion de vous entendre sur la problématique non seulement de l'éducation, de la citoyenneté, mais aussi sur d'autres problématiques qui sont d'un intérêt national, voire international. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. On va revenir chez Imhotep. Vous connaissez Imhotep? Imhotep, c'est nous donnons un grand savant de la période de Achal. Merci beaucoup.